Vous connaissez très certainement la forêt de Aokigahara. Et si vous la connaissez pas, vous allez apprendre à la connaître dans cette vidéo. Ce qui rend cet endroit si célèbre, c'est pas sa beauté ni sa géologie. Ce qui l'a transformé en vrai symbole, c'est ce que certains viennent y chercher. La mort. Le Japon, c'est un pays de tradition millénaire, d'équilibre social et de modernité extrême. Mais il est aussi confronté à une réalité bien plus sombre. Le suicide, qu'on va essentiellement appeler le S dans cette vidéo, et le SC pour le S collectif. Parce que bon, ça reste quand même un mot qui est pas très apprécié par YouTube, on va éviter de le prononcer trop souvent quand même. On va essayer de découvrir pourquoi ce phénomène existe au Japon et surtout pourquoi il est autant enraciné dans la culture japonaise. Parce que oui, il a une histoire, ça a une histoire très liée avec le pays et surtout avec les mœurs de l'époque. Donc dans cette vidéo, on va remonter aux racines du S au Japon et surtout on va voir toutes les implications que ça a eu et que ça continue d'avoir dans le Japon actuel. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour comprendre le phénomène du S ou du SC au Japon, il faut remonter aux racines historiques de tout ça, parce que le Japon n'a pas un lien forcément très ordinaire avec la mort volontaire. Avant, à l'époque, c'était quelque chose d'honorifique, quelque chose de symbolique et limite un code moral. Le seppuku c'en est vraiment l'exemple parfait. Au Moyen-Âge japonais, le samouraï qui perdait la face ou déshonorait son clan n'était pas seulement coupable d'un échec personnel, il portait la honte de toute sa famille, de tout son clan. Le suicide avec un rituel strict, à ce moment-là, était considéré comme un acte de courage, de loyauté et de responsabilité. Le geste n'était pas anodin, il exigeait une préparation mentale, un engagement envers la société et surtout le respect d'un code précis. Parce que c'est important de le souligner, pour un samouraï, mourir volontairement pouvait être un choix rationnel et socialement accepté. Contrairement à beaucoup de sociétés occidentales où le suicide est vu comme un échec ou un tabou, ici il pouvait restaurer l'honneur et surtout clôturer un cycle de vie jugé infructueux ou indigne. Mais le suicide japonais ne se limite pas non plus qu'aux samouraïs. À travers l'histoire, il a souvent été associé à des notions de purification, de loyauté ou de protestation. Dans la littérature classique, certains poètes ont exploré ces thèmes d'ailleurs. Par exemple, le poète Otomo no Yakamochi, l'un des créateurs du Man-Myōshū, évoque dans ses poèmes la douleur des êtres qui choisissent de disparaître pour protéger leurs proches, pour échapper à une honte insurmontable. Et plus tard, le théâtre kabuki met des personnages qui se donnent la mort pour l'amour, l'honneur et la vengeance en avant. Pendant les Edo, cette perception de la mort volontaire s'est un peu complexifiée. Le suicide était codifié, mais aussi régulé par la société. Certains S étaient considérés comme honorables et d'autres déshonorants, voire même criminels, et pour cela on parlait de shinju. C'était un couple qui décidait de mourir ensemble plutôt que de vivre séparément, par exemple. Avec l'ère Meiji et la modernisation rapide du Japon, les codes traditionnels ont commencé à évoluer. Le seppuku a été totalement aboli comme étant une pratique légale et la société a commencé à adopter des modèles occidentaux de morale et de loi. Pourtant, l'idée que le S est un geste compréhensible ou honorable a perduré. Ça s'est vraiment inscrit dans les mentalités collectives et même au XXe siècle, il y a beaucoup d'exemples, en tout cas certains exemples, qui ont continué à marquer les esprits. Par exemple, Yukio Mishima, qui était un poète célèbre, a orchestré un suicide rituel en 1970 qui a mêlé politique, esthétique et idéologie. Et ces exemples, qui datent d'il n'y a pas si longtemps, créent quand même un sacré pont entre le passé du Japon et notre époque actuelle, rappelant que la mort volontaire reste quelque chose de très présent dans le pays du soleil levant et surtout qui est socialement compréhensible. Là où en Occident, ça l'est quand même beaucoup moins. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout de justifier ces actes ici, non, il s'agit de comprendre comment un terrain aussi propice à l'acceptation culturelle s'est créé au fil du temps. Parce que si on regarde bien, le Japon, ça reste quand même une terre de contraste assez énorme. Que ce soit Tokyo ou bien Osaka ou même Nagoya, c'est des villes tentaculaires où des millions de personnes se croisent chaque jour. Mais souvent sans jamais vraiment se rencontrer. Au milieu de la foule, beaucoup vivent dans une solitude extrême, parfois même invisible aux yeux des autres. Et c'est ce paradoxe-là qui nourrit un phénomène inquiétant, les individus qui, isolés, trouvent dans le suicide collectif une forme d'échappatoire, de compréhension et de lien humain. Le Japon est un pays où le collectif prime sur l'individu. Réussir ses études, obtenir un bon emploi, se conformer aux attentes familiales et sociales. Échouer à ces normes peut provoquer un sentiment d'isolement profond et de honte très difficile à surmonter. Certains jeunes qui étaient incapables de supporter l'échec ou l'exclusion sociale et qui étaient enfermés dans une solitude infinie cherchaient parfois à créer des liens
et souvent pas de la bonne façon. Il y a même eu des documentaires qui ont été faits en 1990 sur des sites qui permettaient de mettre en lien les gens seuls pour qu'ils meurent ensemble. Mais certains de ces groupes étaient vraiment méthodiques, c'est ça qui est limite flippant. Parce qu'ils avaient des règles et surtout des préparatifs et des rituels très précis pour se donner la mort. C'est inquiétant de se dire à quel point certains groupes planifiaient tout ça très longtemps en avance. Ils ne vivaient plus que pour mourir. Et c'est d'ailleurs tout ce collectif voué à ça qui est né d'une solitude extrême, d'une isolation sociale énorme, qui a donné naissance à une pseudo-légende, parce que c'est un fait réel, la forêt d'Aokigahara. Au pied du majestueux mont Fuji s'étend une forêt dense et silencieuse. La forêt de Aokigahara, souvent surnommée la forêt du suicide. À première vue, elle est magnifique, des arbres gigantesques, des mousses épaisses qui couvrent le sol et les troncs. Mais cette beauté cache une réputation lourde. Aokigahara est devenu le lieu le plus célèbre pour les suicides au Japon. La forêt a toujours eu une espèce d'aura particulière. Sa densité est tellement énorme que les GPS et les boussoles peuvent devenir inutiles en son centre. Les contes anciens parlaient de Yurei, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, les fantômes de personnes mortes dans des conditions tragiques qui entraient les lieux. Et au fil des siècles, ces légendes ont transformé Aokigahara en un lieu de mystère et de fascination morbide. Et ce qui attire réellement ici, c'est pas le folklore. C'est le silence absolu, l'isolement et la sensation de disparaître du monde. Pour certains, marcher dans ces sentiers, c'est un peu un pas vers l'anonymat ultime, un lieu où personne ne viendra interrompre leur décision. Les statistiques, elles sont effrayantes. Plusieurs dizaines de suicides y sont recensés chaque année et certains échappent à tout suivi officiel, donc les chiffres sont très certainement encore plus hauts. Les autorités ont même installé des panneaux comme celui-ci. Je vous ferai pas l'affront de vous le lire en japonais, mais voilà ce qui est dit si on le traduit. La vie est précieuse, cadeau de nos parents. Prenez un moment pour penser à vos parents, vos frères et sœurs et à vos enfants. N'hésitez pas à en parler à quelqu'un avant de vous inquiéter. Et après, il y a un numéro d'urgence. Mais il y a aussi des équipes de patrouille qui sont là pour tenter d'empêcher les personnes de passer à l'acte. Mais la forêt, c'est pas seulement un lieu de mort, c'est devenu vraiment un symbole culturel très puissant du Japon et surtout un lieu qui interroge sur la vie, sur la mort et sur surtout le rôle de tout ça dans la société actuelle. Dites-vous qu'elle apparaît dans des films, dans des romans, dans des mangas, dans des jeux vidéo. Déjà, en plus de renforcer son mythe, ça va aussi créer un dialogue très complexe entre fascination et prévention autour de ce qui s'y passe. Mais il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte dans le SC au Japon, dont les sectes. Beaucoup de sectes sont présentes dans le pays du soleil levant, mais peu ont recours à cette pratique. Mais les quelques-unes qui ont eu recours ont laissé une marque. Et quand on parle de SC, de secte, on parle pas de centaines de personnes qui se donnent la mort en même temps dans un boucan monstre. Non, là on parle de personnes qui décident de mettre fin à leur jour de façon discrète et isolée, mais tous ensemble du fait de leur secte. En 1986, un événement un peu troublant attire l'attention des chercheurs. Un petit mouvement religieux marginal appelé Friends of the Truth Church se retrouve au centre d'un drame collectif après la mort de son leader spirituel. Le groupe n'était pas particulièrement connu et comptait que quelques dizaines de membres, comme beaucoup de nouveaux mouvements religieux qui sont apparus au Japon à la fin du XXe siècle, qui mélangeaient différentes influences spirituelles, des éléments du bouddhisme, des croyances mystiques et des interprétations personnelles portées par son fondateur. Et quand ce leader meurt, l'équilibre du groupe s'effondre brutalement, et pour certains membres, sa disparition ne représente pas seulement la perte d'un guide religieux, elle marque la perte de sens à la vie elle-même. Quelques jours plus tard, les membres du groupe se rendent ensemble sur une plage de Wakayama, et là, loin des regards et du reste de la société, ils mettent fin à leur jour collectivement par le feu. Il n'y a pas de déclaration publique, il y a juste un groupe de personnes, un groupe de fidèles, qui ont décidé de mettre fin à leur jour en même temps que la disparition de leur gourou. Mais ce phénomène a quand même beaucoup intrigué les chercheurs et les historiens japonais parce que ça a rappelé quelque chose qui était fait dans l'histoire ancienne du Japon. Le fait qu'un serviteur devait mourir en même temps que son maître. Pendant l'époque féodale, certains samouraïs choisissaient de mourir lorsque leur seigneur disparaissait, et cet acte de loyauté absolue portait un nom, de Junchi, littéralement suivre son maître dans la mort.
Dans cette logique, la vie d'un serviteur n'avait plus aucun sens après la disparition de son seigneur. Bien sûr, il n'y a rien qui prouve qu'ils ont fait ça pour rendre hommage à un ancien rituel samouraï, mais ça reste quand même une des hypothèses des chercheurs que une culture d'un pays laisse des traces et finit par se reproduire, avec la modernité forcément, mais ça revient. Et surtout, on voit là vraiment un trait de personnalité très japonais, où le supérieur est toujours au-dessus de nous et on doit fidélité. Même dans les entreprises, au final, c'est comme ça. On part pas du travail avant son chef. Ça n'existe pas là-bas. Parce que les sectes, c'est un peu le même principe, mais à une échelle extrême. C'est vraiment, le gourou, c'est la divinité. Et le Japon moderne a connu plusieurs groupes religieux un peu controversés. L'exemple le plus célèbre reste quand même la secte Aum Shinrikyo, responsable d'un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. Pourtant, même dans ces groupes extrêmes, le SC reste rare. Mais le phénomène des S et des SC au Japon ne peut pas être analysé sans analyser au passage les médias. Parce que oui, beaucoup vont relayer certaines informations parce qu'ils veulent faire scandale, et d'autres vont essayer d'en taire pour ne pas faire peur. Donc en fait, le rôle des médias joue beaucoup sur l'époque, joue beaucoup sur le moment où on se dit qu'il y en a beaucoup ou qu'il y en a très peu. C'est vraiment eux qui vont un peu diriger l'information, surtout au Japon, et donc forcément, ça va un peu contraster tout ça. Parce qu'au Japon, même si oui, ça a été d'un point de vue historique très ancré et surtout très accepté, le suicide, c'est quelque chose qui, dans le Japon actuel, est assez tabou. On évite d'en parler, on évite de le montrer. Bien sûr, faut pas non plus croire qu'il y a que de ça au Japon, que tout le monde pense à passer à autre chose, on va dire ça comme ça. Non, c'est pas le cas, faut pas non plus exagérer les faits, faut pas tomber dans le sensationnalisme que les médias vont faire communiquer la plupart du temps. Faut vraiment relativiser, faut juste analyser ça comme quelque chose qui a une histoire, quelque chose qui vraiment a fait partie de la culture japonaise, qui a fait partie du passé japonais, et surtout qui était à l'époque une forme de respect, une forme d'honneur. Et maintenant, c'est plus quelque chose de dramatique qui arrive à certaines personnes qui ont été poussées à bout. Donc voyez vraiment cette vidéo comme quelque chose d'informatif, pas comme quelque chose de sensationnel. Et franchement, l'histoire du S et du SC au Japon, c'est quelque chose de très lourd, mais qui permet de comprendre aussi certains des liens sociaux du pays. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu. Sur ce, je vous dis à plus dans la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et activer la cloche. Et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.